Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le programme Filmonautes, les mondes du cinéma. Durant notre précédent cours, on s'est intéressé à la très longue histoire de l'image à travers le temps et les époques. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au sujet qui est pour nous fondamental, c'est comprendre ce qu'est un réalisateur. On peut commencer déjà à le définir comme étant un chef d'orchestre créatif. Alors tout d'abord, le rôle du réalisateur est entre créativité et gestion d'équipe, dans le sens où le réalisateur est la vision artistique du film, qui guide chaque élément narratif et visuel. Par exemple, dans Birdman, qu'on peut voir à droite sur le tournage de Birdman, on a Alejandro González Iñárritu qui a utilisé des plans séquences, c'est le choix artistique, pour créer une immersion totale dans l'esprit du personnage principal. En termes de gestion d'équipe, le réalisateur doit également gérer une équipe variée, coordonnant les départements de production, de photographie, de son, pour maintenir justement l'harmonie du plateau. Cela inclut la gestion des conflits et l'adaptation à des imprévus, tout en respectant les délais et le budget. Le réalisateur, comme on l'a dit, c'est un chef d'orchestre. Il doit unifier la vision artistique, il agit comme ce fameux chef d'orchestre, en unifiant les contributions de tous les membres de l'équipe pour créer une œuvre cohérente. Chaque décision, les choix de mise en scène au dialogue, doit servir justement la vision globale du film. Il doit y avoir un équilibre entre direction et créativité. Tout en dirigeant, le réalisateur doit rester ouvert aux idées, aux suggestions de son équipe, permettant ainsi une collaboration créative qui va pouvoir enrichir le projet. Évidemment, le réalisateur n'est pas le maître d'un film. Il a un rôle évidemment fondamental, hein, c'est lui qui va insuffler toute une vision à un film, mais il doit être capable d'écouter son directeur de photographie, ses assistants réalisateurs, évidemment ses acteurs, ses actrices, pour pouvoir enrichir l'œuvre. Quelles sont les étapes de production? D'abord, il y a la préparation et la planification. La pré-production commence par la lecture du scénario et des discussions avec les scénaristes pour définir la vision. Donc on part du principe que le scénario évidemment est écrit. Entre parenthèses, vous pouvez vous intéresser dès maintenant au programme Scriptonautes Les mondes de l'écriture qui vous donne toutes les clés pour écrire un scénario, que ce soit au cinéma, à la télévision, dans un jeu vidéo et même en roman. Par exemple, justement, avant le tournage de Mad Max Fury Road, George Miller a élaboré des storyboards qu'on peut voir à droite, hein. C'est une planche du storyboard. Vous voyez que ça ressemble quasiment à une bande dessinée, mais c'est pas juste une bande dessinée, c'est un élément technique, le storyboard, où on va y mettre les intentions de plan, de zoom, de travelling, etc., etc. Justement, ce qui va permettre de faciliter une coordination efficace. En termes de casting et de repérage, le réalisateur participe activement au casting pour choisir les acteurs qui correspondent à sa vision. Les repérages des lieux sont également essentiels, ce qui va permettre de déterminer comment chaque décor peut renforcer l'ambiance du film. Ensuite, il y a évidemment l'étape du tournage. Le tournage est l'étape où le réalisateur dirige les acteurs et les équipes techniques. Dans The Revenant, par exemple, toujours avec Iñárritu, qu'on peut voir sur la droite sur le tournage de The Revenant, ils ont dû faire face, les équipes de tournage, à des conditions extrêmes qui nécessitent une coordination précise pour capturer des scènes d'action complexes. En termes de gestion du temps et de ressources, le réalisateur doit faire preuve d'adaptabilité face aux imprévus, tels que les changements climatiques ou les problèmes techniques, tout en maintenant le moral de l'équipe. Arrive enfin la post-production, tout d'abord la phase de montage. Après le tournage, le réalisateur collabore avec le monteur pour assembler le film. Par exemple, dans Pulp Fiction, Quentin Tarantino a utilisé un montage non linéaire qui a donné au récit une structure captivante et unique. Il y a ensuite l'habillage sonore et visuel. La post-production inclut également l'ajout de la bande sonore et les effets spéciaux. Par exemple, dans Avatar, James Cameron a intégré des technologies de pointe pour créer des effets visuels réalistes qui ont redéfini justement l'industrie cinématographique, notamment avec l'utilisation de la performance capture, de la motion capture et plus. La collaboration est constante. Tout d'abord, il y a une collaboration constante avec les scénaristes en termes d'adaptation et d'ajustement. Donc le réalisateur travaille en étroite collaboration avec les scénaristes pour adapter le scénario pendant le tournage. Francis Ford Coppola, par exemple, a apporté des modifications significatives au script de The Godfather pour mieux correspondre à sa propre vision. Il y a une synergie créative, une collaboration réussie entre le réalisateur et le scénariste peut enrichir le film, comme l'a montré la synergie entre les deux frères Nolan sur plusieurs projets. On peut voir justement Christopher Nolan sur le tournage de The Dark Knight. En termes de direction d'acteurs, le réalisateur est responsable de la direction des acteurs, ce qui va créer un environnement de confiance pour leur permettre d'explorer leurs personnages. Scorsese, par exemple, est connu pour ses répétitions approfondies, ce qui permet aux acteurs de s'immerger pleinement dans leur rôle, comme on peut le voir
sur la droite, sur le tournage, entre les DiCaprio et Martin Scorsese. En termes de feedback et d'ajustement, ça fournit des retours constructifs, ça ajuste les performances pour capter les émotions voulues et ça peut encourager l'improvisation pour enrichir les dialogues. Il y a évidemment une collaboration très forte entre le réalisateur et les équipes techniques. Il y a une coordination interdépartementale. Le réalisateur doit communiquer efficacement avec les chefs de département pour s'assurer que la vision artistique est bien respectée. Dans Blade Runner 2049, Denis Villeneuve, qu'on peut voir à droite, avec son directeur de photographie Roger Deakins, justement, ils ont collaboré étroitement pour définir une esthétique visuelle unique. En termes de résolution de problèmes techniques, évidemment, le réalisateur doit résoudre des problèmes techniques en temps réel. Il y a 1001 problématiques données sur chaque tournage. Et il doit être capable de s'adapter, de trouver des solutions créatives pour maintenir le rythme de production. On va s'intéresser cette fois-ci à différents réalisateurs et à différentes visions de réalisateurs. D'abord, on a Stanley Kubrick, qui est perfectionniste. Kubrick, justement, explore des thèmes de conditions humaines et de l'absurdité. Quelles sont les thématiques qu'on peut voir dans ses films? Il y a l'aliénation, la violence, le pouvoir, par exemple dans Orange Mécanique. En termes de mise en scène, un usage très intensif de la symétrie, des plans longs et des compositions méticuleuses. Il crée justement des atmosphères intenses grâce à la lumière et la musique. On a le réalisateur japonais Akira Kurosawa, qui est un cinéaste humaniste. Kurosawa met en avant les complexités des motivations humaines. Quelles sont les thématiques? Vous voyez que là, on est sur de la culture plutôt japonaise. Donc les thématiques d'honneur, de sacrifice et de destin, par exemple dans Les Sept Samouraïs. En termes de mise en scène, il emploie de la nature comme acteur, avec des mouvements de caméra fluides et une composition inspirée de la peinture japonaise. On a Wong Kar-wai, qui a une vision très poétique, sensuelle. Il va capter les subtilités des relations humaines. Les thématiques sont explorées par Wong Kar-wai, la solitude, l'amour impossible, la nostalgie, par exemple dans In the Mood for Love. En termes de mise en scène, il y a une utilisation des couleurs saturées, jeux de lumière et des ralentis pour exprimer les émotions subtiles des personnages. Alors pour donner un peu plus de chair à nos trois réalisateurs, on peut voir Stanley Kubrick, Akira Kurosawa et Wong Kar-wai, et trois films emblématiques avec trois réalisations. On voit tout en haut à droite, évidemment, 2001 l'Odyssée de l'espace. On voit au centre Les Sept Samouraïs d'Akira Kurosawa. Et vous voyez que tout en bas, on a In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Vous voyez, trois impressions, trois ambiances différentes, trois visions de réalisateurs. On peut continuer comme ça. On a évidemment un des plus connus, Spielberg, qui est un raconteur populaire. Il mêle émotion et aventure dans des récits captivants. Il va s'intéresser à des thématiques telles que l'innocence, l'aventure, l'enfance et la peur de l'inconnu, par exemple dans E.T. ou dans Jurassic Park. En termes de mise en scène, il va faire des scènes très iconiques, avec un dynamisme très visuel, des effets spéciaux et de la musique pour amplifier l'émotion, notamment. Il est connu pour sa collaboration étroite avec le grand compositeur John Williams. Il y a James Cameron aussi, qui est un innovateur technologique. Cameron cherche l'immersion totale du spectateur. Il va s'intéresser à des thématiques de survie, de technologie, d'intelligence artificielle avec Terminator, etc. Et l'exploration des limites humaines, notamment dans Avatar et dans Titanic. Il est connu pour ses effets spéciaux pionniers, avec une mise en scène immersive et une action soutenue par des émotions fortes. Christopher Nolan est connu pour être un manipulateur du temps et des structures narratives complexes. Il a exploré des thématiques comme l'identité, la mémoire et la perception de la réalité, par exemple dans Inception ou dans Memento. En termes de mise en scène, il aime beaucoup utiliser un montage non linéaire, créer des atmosphères sombres, avec des effets pratiques, très peu de CGI et une utilisation de la lumière pour créer une tension constante. On peut voir nos trois réalisateurs, évidemment, pour leur donner un peu plus de chair, encore une fois, Steven Spielberg, James Cameron et Christopher Nolan, avec trois films emblématiques. On peut voir tout en haut Il faut sauver le soldat Ryan, évidemment Titanic pour James Cameron, et tout en bas Oppenheimer, qui a permis très récemment à James Cameron de recevoir l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur. On peut s'intéresser à des explorateurs de la psyché humaine, notamment Ingmar Bergman, qui est un auteur existentialiste. Bergman plonge dans les tourments de l'âme humaine, il va s'intéresser à la mort avec le film Le Septième Sceau, la religion, la solitude et les crises existentielles. En termes de mise en scène, il est connu pour son intimité dans les gros plans, avec un éclairage sombre et contrasté pour exprimer les dilemmes intérieurs. David Lynch, qui, à l'heure où je tourne ce cours, vient très récemment de disparaître, malheureusement. Donc il était important aussi pour moi d'en parler avec vous. Donc David Lynch est connu pour son style surréaliste, onirique, qui va explorer les frontières justement entre la réalité et le subconscient,
d'où l'exploration de thématiques de dualité, d'absurdité et d'horreur intérieure. On peut y penser à son film le plus connu, Mulholland Drive. En termes de mise en scène, il exploite la force du symbolisme avec des récits non conventionnels, des sons et des images dérangeantes pour accentuer l'ambiguïté. On peut penser aussi à Elephant Man. On peut citer aussi Sofia Coppola, avec une vision mélancolique et esthétique. Elle va capturer la complexité des sentiments féminins. En termes de thématique, elle va penser à l'isolement, à la jeunesse perdue, à la quête d'identité. En termes de mise en scène, ça va être plutôt de la subtilité émotionnelle, une photographie douce et une approche contemplative justement des relations humaines. On peut voir ici Ingmar Bergman, David Lynch et Sofia Coppola avec trois films emblématiques dont Le Septième Saut tout en haut, Mulholland Drive pour David Lynch et tout en bas Marie-Antoinette pour Sofia Coppola. On peut aussi parler de cinéastes engagés et provocateurs, tels que Spike Lee, qui est un chroniqueur de la culture afro-américaine. Il dénonce les inégalités sociales et raciales. Ses thématiques, justement, sont le racisme, les luttes pour les droits civiques et la justice sociale, notamment avec le film Do the Right Thing. En termes de mise en scène, il va utiliser des couleurs vives, des dialogues percutants et un symbolisme visuel puissant. On peut aussi avoir en tête Agnès Varda chez nous en France, avec une vision féministe et exploratrice. Justement, Varda va mélanger documentaire et fiction avec un peu de poésie. En termes de thématique, il y a la solitude, la féminité et la marginalité. On peut penser à Cléo de 5 à 7. En termes de mise en scène, Varda utilise un regard tendre et empathique avec des cadrages intimistes et une structure narrative libre. Du côté plus pop culture, on a Quentin Tarantino, qui est très connu pour son jeu sur la violence stylisée avec des dialogues très percutants. Ses thématiques sont la vengeance, la loyauté et la culture pop, notamment avec Pulp Fiction. Et en termes de mise en scène, une écriture de dialogue unique, donc tout se joue sur les dialogues. Les dialogues sont très importants, on le verra par la suite. Et en termes de montage non linéaire et de références culturelles évidemment décalées. Donc on pouvait voir nos trois réalisateurs ici, Spike Lee, Agnès Varda et Quentin Tarantino, avec trois films emblématiques, notamment Malcolm X, Le Bonheur et Pulp Fiction tout en bas. On peut s'intéresser à des innovateurs et des pionniers modernes, notamment Alfonso Cuarón, qui a un style réaliste et immersif. Cuarón se concentre sur la profondeur émotionnelle, avec des thématiques de résilience humaine, d'isolement et de survie. Pensez à Gravity, justement. Il va utiliser des plans longs avec une caméra mobile, une intégration fluide des effets spéciaux, justement, pour une réalisation et un réalisme captivant. On peut avoir aussi en tête Greta Gerwig, avec un style authentique, féministe. Elle explore la complexité des relations et de la féminité. Elle va s'intéresser à des termes comme l'adolescence, la famille et l'émancipation, notamment avec Lady Bird. En termes de mise en scène, il y a une sensibilité émotionnelle, une écriture fine et une attention aux détails pour capturer des moments sincères. On peut aussi voir Bong Joon-ho, le maître de la satire sociale. Il mêle critique sociale et divertissement captivant, notamment avec des thématiques liées à la lutte des classes, à l'injustice et au capitalisme, par exemple, avec son film qui lui a permis de gagner l'Oscar, Parasite, qui est un excellent film. En termes de mise en scène, il y a un mélange de genres. Je ne vous spoil pas sur Parasite, n'hésitez pas à aller le voir, évidemment, à faire pause et à aller regarder Parasite pour comprendre la puissance en termes déjà de mise en scène et de thématiques abordées. Mais il mêle aussi des transitions subtiles entre humour et drame et des visuels métaphoriques pour commenter justement ces fameuses inégalités sociales. On voit ici Alfonso Cuarón, Greta Gerwig et Bong Joon-ho avec trois films emblématiques, notamment tout en haut Children of Men de Cuarón, Barbie qui a fait un carton à l'époque en même temps qu'Oppenheimer, et Parasite tout en bas. On peut aussi s'intéresser aux créateurs de monde et bâtisseurs de l'imaginaire. Donc on a ici Guillermo del Toro, qui est connu pour son fantastique, son sens de la poésie. Il va mélanger merveilleux et horreur. En termes de thématique, il s'intéresse beaucoup à la monstruosité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monstres dans ses films, avec l'innocence, la lutte entre le bien et le mal, notamment avec son film qui l'a fait connaître, Le Labyrinthe de Pan. En termes de mise en scène, là, il a eu l'utilisation de créatures détaillées, de décors oniriques et un usage de la symbolique pour enrichir l'univers visuel. Alors j'ai pris le choix de mettre Hayao Miyazaki, qui est un réalisateur de films d'animation, mais je le mets quand même en tant que réalisateur important et impactant de notre histoire, qui doit nous inspirer. Et si vous n'avez jamais vu de film de Miyazaki, je vous invite dès maintenant à aller voir toute sa filmographie en termes de films d'animation, parce que ça dépasse le simple cadre de la film d'animation. Il y a beaucoup à apprendre et en termes de mise en scène
de composition, de sens de l'histoire et de montage, etc. de Miyazaki. Donc c'est une force et une inspiration profonde pour la réalisation. C'est pour ça que je l'ai mis avec les autres réalisateurs euh, qui sont des réalisateurs classiques. Miyazaki développe une vision très tôt, avant même que d'un certain côté l'écologie soit un peu plus mainstream. Il s'est très tôt intéressé à des thématiques écologiques et humanistes. Il s'inspire justement de la nature et des mythes japonais. Il s'est intéressé à l'innocence, au voyage initiatique, notamment avec Princesse Mononoke. En termes de mise en scène, il y a une esthétique unique, une attention au détail, une narration immersive pour transmettre justement des valeurs universelles qui parlent à toutes les cultures et à toutes les époques. On peut aussi avoir en tête Tim Burton avec une vision reconnue avec le style, la patte de Burton, avec ce côté gothique et fantaisiste. Il va mélanger humour noir et esthétique macabre, notamment pour penser. Je l'ai vu très récemment à Beetlejuice, hein, donc même si je ne l'avais pas vu à l'époque, je l'ai vu très récemment. Donc vous allez voir, c'est totalement décalé avec un humour noir et vraiment ce style gothique unique. On voit vraiment la patte de Burton. Donc il va s'intéresser à des thématiques comme l'exclusion, la différence et la quête d'identité. On peut avoir en tête Édouard de Main d'Argent, justement. Donc en termes de mise en scène, une palette très sombre avec des personnages excentriques et des visuels inspirés des contes dans un style très distinctif. Donc, on peut voir nos trois réalisateurs ici, notamment tout en haut avec le labyrinthe de Pan, Princesse Mononoke au centre et tout en bas Edward. C'est pas Edward du coup, c'est Sweeney Todd pour le coup. Il y a les explorateurs de l'absurde et du surréalisme. On a parlé tout à l'heure de David Lynch, mais là c'est une autre facette du surréalisme. On a notamment un des pionniers, hein, Louis Buñuel, hein, qui est pionnier du surréalisme cinématographique. Il explore les contradictions de la société et de la nature humaine. Ses thématiques sont l'hypocrisie bourgeoise, le subconscient et l'absurdité de l'existence. On peut avoir en tête le film Le charme discret de la bourgeoisie. En termes de mise en scène, il a des séquences surréalistes, une utilisation d'images choquantes, notamment son fameux plan sur l'œil où on coupe un œil avec un rasoir, et une satire sociale pour provoquer et défier les conventions. On peut aussi avoir en tête Terry Gilliam, hein, qui à l'origine vient des Monty Python, euh, un groupe comique anglais. Donc Terry Gilliam est connu pour sa vision satirique et excentrique. Il critique la société avec des éléments d'absurde. Il critique notamment la conformité, la bureaucratie et s'intéresse à des dystopies, par exemple dans Brasil. En termes de mise en scène, il y a une esthétique chaotique, des décors étranges et un humour noir, aussi connu pour l'humour british, pour refléter le surréalisme et l'absurde. Plus récemment, on peut penser à Yorgos Lanthimos, avec une vision dérangeante et originale. Il explore les absurdités de la société et des relations humaines, notamment avec des thématiques de manipulation, de déshumanisation et d'absurdité sociale. The Lobster, il y a eu plus récemment Pauvre créature pour Things en anglais, notamment avec Emma Stone, euh, qui, euh, qui va dans le sens de cette mise en scène unique de Yorgos Lanthimos. Il y a un humour noir, évidemment, des situations inconfortables et des dialogues détachés pour exposer les travers humains et l'inhumanité. On peut voir nos trois réalisateurs ici, notamment Louis Buñuel, Terry Gilliam et Yorgos Lanthimos, avec trois films emblématiques, notamment Belle de jour, avec ici Catherine Deneuve. On a au centre Brasil et tout en bas Pauvre créature avec Emma Stone, film assez récent. Alors on va s'intéresser à une partie très importante. On a vu la vision de grands réalisateurs et réalisatrices. On va s'intéresser à ce qu'est développer sa vision en tant que réalisateur. Donc la vision d'un réalisateur, c'est la manière unique dont vous, hein, quand vous allez vous lancer dans la réalisation, vous voyez, vous interprétez le monde à travers votre œuvre. Ça va guider toutes vos décisions artistiques et techniques du film. En termes d'importance, hein, il faut avoir une vision claire qui différencie un film, parce que l'idée c'est pas de répéter ce qui a déjà été fait, et qui le rend justement reconnaissable, ce qui va permettre au réalisateur d'imposer un style distinctif, une voix originale parmi les autres. L'objectif ici est de comprendre comment les choix de mise en scène, d'esthétique, de ton et de narration servent à exprimer cette vision singulière. Il faut d'abord avoir des sources d'inspiration, parce que personne ne crée quelque chose ex nihilo, donc il faut examiner des influences culturelles, il faut avoir des bases artistiques et personnelles, donc dans le cinéma, regarder évidemment d'autres films, mais pas que, dans la littérature, dans les arts, dans la bande dessinée, dans les musées, dans les expériences personnelles, etc. Il faut évidemment étudier les réalisateurs emblématiques. C'est pour ça qu'on a parlé de quelques grands réalisateurs. Il y en a plein d'autres, évidemment. Ce n'est pas exhaustif. Donc s'inspirer de grands réalisateurs et de grandes réalisatrices pour identifier les éléments que l'on souhaite
intégrer ou éviter. En termes d'exercice pratique, vous pouvez vous faire une liste de films, de scènes ou de réalisateurs préférés et analyser ce qui résonne en termes de style ou de thématique. Vous prenez vos propres notes, ce qui va vous servir évidemment à vous pour la suite. Il faut définir ces thématiques personnelles. Pourquoi est-ce que des thématiques pour vous semblent cruciales, hein, donc les thématiques récurrentes donnent de la cohérence, de la profondeur à une œuvre. Il faut trouver ses propres thématiques. L'idée, c'est pas d'aller raconter ce qu'un autre a raconté. Peut-être si vous voulez raconter quelque chose un sujet qui a déjà été raconté par un autre réalisateur, vous pouvez, mais la question c'est comment vous allez donner votre point de vue sur cet univers-là, sur cette question-là. Donc il faut réfléchir à des sujets qui nous passionnent, qui nous préoccupent, qui nous inspirent et qui peuvent devenir le fil rouge de, pourquoi pas, plusieurs films. On peut avoir en tête évidemment Christopher Nolan, qui est obsédé par le temps justement, ou Greta Gerwig, comme on l'a dit, qui se concentre sur les relations et la féminité. Il faut ensuite développer un style visuel et une esthétique unique, donc à base d'un langage visuel. Donc ça, on va le voir par la suite, hein, c'est un des prochains cours, notamment le langage cinématographique, on l'a déjà dit. Le cinéma, c'est un langage, c'est comme une langue qu'on parle, il y a un vocabulaire précis, il y a une mise en scène, il y a etc. Il y a beaucoup de choses, donc qu'est-ce qu'on va choisir comme palette de couleurs, comment on va régler la lumière, les angles de caméra, les décors, etc. pour évoquer une ambiance spécifique. Il y a des exemples de styles avec des réalisateurs qui ont des styles très marqués, tels que Terrence Malick avec une esthétique très naturaliste, ou chez Wes Anderson, on peut le voir à la droite avec The Grand Budapest Hotel, avec un style justement très saturé en termes de couleurs, ou pourquoi pas le style épuré de Sofia Coppola. En termes d'expérience visuelle, il faut tester différentes approches avant, hein, en pré-production, pour voir lesquelles capturent le mieux votre vision en tant que réalisateur. Il y a évidemment le rôle de la composition, on en reparlera par la suite, dans l'expression visuelle. Donc chaque plan est une peinture qui contribue à l'histoire, donc chaque plan doit être réfléchi, et on doit se poser la question, qu'est-ce que ça apporte en fait à l'histoire? Pourquoi j'ai décidé de placer, comme on peut le voir ici, c'est le 2001 l'Odyssée de l'espace, vous voyez que c'est le style de Kubrick avec une symétrie parfaite et un point de fuite unique chez Kubrick. Pourquoi ce choix-là? Qu'est-ce que ça exprime? Etc., etc. Donc les éléments clés ici, ça va être la règle, on va le voir par la suite, la règle des tiers, la symétrie, la profondeur de champ et les lignes de fuite pour guider justement le regard du spectateur. On peut et on doit développer un ton et une atmosphère, donc le ton et l'ambiance. Le ton du film dicte l'émotion générale et l'atmosphère, et il peut être sombre, soit voilà, optimiste, nostalgique, satirique, ironique, etc. Quelle influence du ton sur la narration? Un ton adapté amplifie le message ou les émotions voulues, comme la tension dans un thriller ou la douceur dans une comédie romantique. On peut voir un exemple ici avec Denis Villeneuve, avec cette atmosphère oppressante dans Blade Runner. Vous voyez que le personnage étant tout en silhouette, il y a un brouillard qui entoure le personnage, qui crée comme ça une impression, une atmosphère particulière. Et cette image-là provoque en nous une émotion particulière. Il y a une réponse qui est créée à partir de cette composition-là. Alors, la différence entre le cinéma et la photographie, c'est que le cinéma, il faut quand même revenir aux bases. Hein. Cinéma, ça veut dire mouvement. Kiné, en fait, ça vient du grec, ça veut dire mouvement. Donc le cinéma, c'est ce qui est en mouvement, c'est une image en mouvement. C'est ce qui différencie maintenant de la peinture ou de la photographie, c'est qu'il faut réfléchir en termes de mouvement. Et il faut réfléchir, donc s'il y a du mouvement, il y a du rythme. Donc le rythme, c'est si vous faites de la musique, vous allez être à l'aise avec ça, mais c'est la même chose hein, dans un film. Il faut réfléchir au rythme du film pour garder l'attention et influencer l'attention et l'immersion du spectateur. Donc on va pouvoir réfléchir au choix de la durée des plans, les mouvements de caméra, le montage, justement, ça va aussi permettre d'influencer la dynamique du film. Par exemple, les plans longs et longs d'Alfonso Cuarón renforcent l'immersion et le réalisme, comme dans ses films dans Gravity ou pourquoi pas Children of Men. Il faut aussi construire une relation de confiance avec les acteurs. Hein. Les acteurs, c'est eux qui vont donner de la chair à un film. C'est ce que voient les spectateurs. Hein. Évidemment, il y a toute l'équipe technique qu'on ne voit jamais, mais c'est eux qui donnent la force, qui permettent à un film d'être réalisé. Mais ce que les spectateurs vont ressentir, ils vont ressentir des émotions à travers des acteurs. D'où l'importance de construire une relation de confiance avec nos acteurs. Parce que c'est eux qui vont incarner la vision du réalisateur et leur performance est donc ici essentielle. Quelques techniques de direction, on peut encourager l'improvisation, pourquoi pas, favoriser les répétitions ou donner des directives précises pour obtenir des performances sincères. On peut avoir en tête Richard Linklater qu'on voit à droite,
qui utilise des méthodes immersives pour encourager des performances authentiques, comme dans Boyhood. Justement, Boyhood a été tourné sur une période de 10 ans avec les mêmes acteurs. Vous voyez le petit enfant qui a grandi, il a suivi le même acteur pendant 10 ans, il a attendu, il a fait évidemment des pauses pour que l'acteur grandisse et les autres acteurs adultes aussi grandissent, et il a réalisé un film sur 10 ans, ce qui est une performance inédite. Il faut évidemment tester et affiner sa vision lors du tournage. On a parlé d'adaptation et d'ajustement. Le tournage est le moment où la vision prend forme, mais il nécessite parfois des ajustements en fonction des réalités pratiques. En termes de capacité d'improvisation, il faut savoir que quand et comment ajuster sa vision pour répondre aux imprévus sans la trahir, et avoir un retour d'expérience, noter ce qui fonctionne ou non pour affiner sa vision dans les projets futurs. Il faut évidemment consolider sa vision en post-production. On l'a dit, la post-production, ça permet de finaliser la vision à travers le montage, l'ajustement des couleurs, le son et la musique. Donc, on a parlé de rythme tout à l'heure, donc le rythme va aussi être très important dans le travail du montage. Il y a une collaboration avec les monteurs et les techniciens, dialoguer pour que chaque élément finalisé, couleur, son, effet, soutienne la vision initiale. Par exemple, on peut penser à la colorimétrie sombre et la bande sonore qui ont été travaillées en post-production dans Drive, on peut le voir à droite là, ce qui va renforcer l'intensité de l'histoire. Voilà, ce cours est terminé et je vous dis à tout de suite pour un nouveau cours.